Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Les dirigeants des pays membres du G5 Sahel se réunissent aujourd'hui à N'Djamena pour un nouveau sommet sur la sécurité dans le Sahel. Le président français Emmanuel Macron sera de la partie, mais en visioconférence depuis Paris. C'est donc un nouveau sommet du G5 Sahel à l'heure où les attaques contre les civils et les militaires ne baissent pas d'intensité, notamment dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Quels sont les enjeux et les résultats attendus de cette nouvelle rencontre? Élément de réponse avec notre invité du jour, il s'agit de Malick Niass. Malick Niass est médiateur professionnel spécialisé dans la gestion des conflits. Il est également expert associé au Centre d'études pour le développement de la prévention de l'extrémisme. Bonjour Malick Niass. Bonjour M. Baldé. Merci d'être en direct avec nous depuis N'Djamena où se tient justement ce sommet. Alors, je le disais, quels sont les enjeux et les résultats attendus de ce nouveau sommet? Merci encore une fois de nous avoir conviés à ce direct pour parler de ce sommet qui est aujourd'hui un sommet, un rendez-vous des pays. Des pays qui sont membres du G5 Sahel. Et ce sommet est marqué par la situation pandémique qui a bouleversé en quelque sorte le monde sur tous les domaines économiques, sociaux et politiques, on le sait très bien. Et en plus de ça, le président Macron, qui est partenaire privilégié en quelque sorte, participe à cette rencontre en visioconférence. Et cela est dû peut-être en quelque sorte, selon eux, selon la France, exactement, c'est dû à cette situation pandémique. Maintenant, on ne peut pas parler de ce sommet qui se déroule actuellement à N'Djamena sans pour autant parler ou bien évoquer le contexte sociopolitique de l'époque qui a conduit à cette situation et à la création de ce G5 Sahel. C'est important. Alors, il faut comprendre d'abord que cette partie de l'Afrique, en quelque sorte, qui est confrontée donc à ce problème, le Sahel fait partie des régions les plus riches. Et j'insiste sur cela, des régions les plus riches. Mais malheureusement, elle fait partie des régions les plus pauvres aujourd'hui, où la paupérisation de la population en fait, on le voit tous les jours, l'accès aux services sociaux de base n'y sont pas. C'est pour dire en quelque sorte que cette coalition des pays du G5 vivent des situations communes que sont l'insécurité totale et la pauvreté et ce qu'on appelle aujourd'hui donc la vulnérabilité climatique, entre autres liée au changement climatique. Maintenant, parlant du G5, les enjeux et les défis, c'est important. Il faut partir d'abord, comprendre exactement que les chefs d'État de la zone ont mis en place en 2014 le G5 Sahel pour pouvoir harmoniser leurs actions. C'est une instance de coopération pour apporter en quelque sorte une réponse régionale aux différents défis liés aux problématiques sécuritaires des prime abord, qui est important. On constate que la menace terroriste est de mise, les crimes aussi de manière générale, mais aussi cette région est caractérisée par une pauvreté et par une paupérisation de la population et sans oublier le changement climatique aussi qui est de mise. Donc, il faut dire que la force G5 Sahel est un programme d'abord, ce qui est important, est un programme composé par un volet sécuritaire. Et ce volet sécuritaire a aussi un programme de développement qui est lancé depuis 2014. Maintenant, ce qui est important de retenir par rapport à ça, il est important de souligner en quelque sorte la dimension sécuritaire. La dimension sécuritaire et militaire qui est mise en œuvre depuis 2017. En fait, si on résume, on a tenu beaucoup de rencontres depuis et sur le terrain, les résultats tardent à se faire sentir. Donc aujourd'hui, quel plus ce sommet peut apporter ou quelles décisions devraient être prises? Et je crois bien, les décisions sont là. On va parler donc des défis en quelque sorte. Les défis, c'est de mettre en œuvre des stratégies pour que la région soit sécure. Parce que l'insécurité qui règne aujourd'hui au Mali, au Burkina, au
Niger, dans la zone du lac Tchad, indispose le développement donc, de cette zone. Et les enjeux aujourd'hui sont d'ordre sécuritaire, vous venez de le dire. Plusieurs sommets ont été organisés. Et toujours, donc, l'aspect, la dimension sécuritaire revient. Les conflits interculturels et autres, les problèmes sociaux, le développement social. Il n'y a pas ce qu'on appelle le dialogue entre les parties aujourd'hui. Et du point de vue économique aussi, la question du financement aussi pose problème. Alors, cela dit, on voit qu'aujourd'hui, on parle d'une sorte d'européanisation du G5 ou de la force française Barkhane. On parle de forces suédoises et d'autres pays qui devraient envoyer leurs troupes pour soutenir l'opération française. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je crois bien que c'est important de le dire. L'internationalisation de manière générale, ça transcende même l'européanisation donc de cela. Alors, pendant où nous parlons, la France, à l'heure où nous sommes, et pendant que le sommet suit son cours aujourd'hui à N'Djamena, dans certains pays, il y a des mouvements, des jeunes qui s'éclorent et qui luttent contre donc, la présence donc, de la France et plus loin accusent la France d'ingérence. Et ce qui est important, par rapport à la venue donc, de Macron, à la participation de Macron à ce sommet, il y a eu un mouvement qui était là pour contrecarrer en quelque sorte donc, la venue du président Macron par rapport à ça. Et par rapport à l'internationalisation, je dirais aujourd'hui, quel est le rôle de la France en général et de cette force, comme vous le dites, Takuba, cette force qui réunit donc des forces spéciales d'une dizaine de pays européens. Aujourd'hui, on voit que les enjeux sont là et cette problématique liée donc à la sécurité et liée donc au développement de cette région commence à être internationalisée. Et c'est important aussi de se poser la question pourquoi cette, comment dirais-je, internationalisation, pourquoi cette buée donc de la France, de l'Europe, des États-Unis pour cette région. Et partant de cela, l'analyse que nous pouvons faire, c'est que la réponse qui a été, comment dirais-je, toujours mise en œuvre, c'est une réponse militaire qui est là. Alors que donc, la réponse donc, à cette crise, la réponse à cette problématique sécuritaire, à cette problématique donc, liée donc, au djihadisme, au terrorisme, donc, est loin d'être, comment dirais-je, militaire. Alors, Malick Niasse, aujourd'hui, si on en arrive à élargir ces troupes, ces forces à des pays non africains, pensez-vous que cela pose la question de l'élargissement du G5 Sahel à d'autres pays de la zone SENSAD, sahélo-saharienne? Effectivement. Aujourd'hui, si on voit bien que, si on va de manière générale, il y a un manque de coordination de manière générale par rapport à ça. Et parmi cela, la stratégie de mise en œuvre de ces activités doit, comment dirais-je, s'élargir, doit s'ouvrir. S'ouvrir comment? Aujourd'hui, on a le Tchad qui fait partie donc, du G5 et qui fait partie donc, de la CEMAC, du CEAC aussi. On a le Burkina Faso qui fait partie du G5 qui est la CEDEAO, et ainsi de suite. On a impérativement besoin, je dirais, que l'élargissement soit fait. Parce que nous sommes en train donc, de vivre l'effet boule de neige et l'effet de contamination donc, des autres pays. Aujourd'hui, les pays comme le Sénégal devraient être, comment dirais-je, mis à contribution, les pays comme la Libye, l'Algérie et autres, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour dire qu'en quelque sorte, donc, le phénomène est assez global. Et avec ces 5 pays, le problème ne pourra pas être résolu parce qu'il y a les débits de neige, donc les contaminations et autres. Et l'autre chose, c'est qu'il faut une réelle co-gestion de cette activité de sécurité, mais aussi de développement pour cette région donc, du Sahel, tout en élargissant aussi. L'autre question qui se pose, c'est le financement. Depuis son arrivée au pouvoir, le président français Emmanuel Macron lutte, œuvre, s'active pour que le G5 Sahel puisse enfin accéder au financement dont on a besoin. On sait que jusque-là, on est très loin du compte. Sur ce volet-là, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui envisager comme alternative au financement conventionnel de cette force?
Voilà, c'est important. La question du financement, je crois bien que ça a été une question cruciale. Depuis, dans la mesure où, depuis sa création, le G5 Sahel est confronté à un problème de financement. Je crois bien que pour son lancement, le budget s'est élevé à presque 250 millions d'euros. Et ce budget émanait donc des donateurs. Et les donateurs, en quelque sorte, on le sait très bien, c'est la France, l'Union européenne, les États-Unis et les Pays-Bas. Et en plus, donc, les cotisations donc, des pays membres. Donc, et au-delà de tout, on constate que donc, ce financement, en quelque sorte, n'est pas effectif. Et pour cela, il est important qu'il y ait une alternative, comme vous l'avez dit, et cette alternative doit être une alternative qui va tendre vers l'autonomisation, en quelque sorte, de ce G5 Sahel, pour qu'il y ait donc une, comment dirais-je, un financement, un programme d'investissement qui émane en quelque sorte des pays. Mais malheureusement, la majeure partie des pays les pays membres de ce groupe sont des pays pauvres et très endettés. Et aujourd'hui, je crois bien que les États, la communauté internationale doit se saisir pour pouvoir en quelque sorte mettre le paquet. Aujourd'hui, on a l'habitude de le dire que ce problème n'est pas assez difficile à régler et si vraiment les moyens ils sont le plus rapidement possible. Et je crois que la communauté internationale, on peut compter sur la communauté internationale, étant donné que nos pays sont des pays en quelque sorte riches mais aussi pauvres, et c'est le paradoxe. Sur le terrain, on note, comme on le disait tout à l'heure, ces derniers temps, en tout cas, une certaine recrudescence des attaques, aussi bien contre les civils que les militaires. On l'a vu donc dans ce qu'on appelle la région des 3 frontières. On l'a vu surtout aussi au Niger et au Mali. Selon vous, est-ce ces groupes qui mènent ces attaques qui sont si forts, si requinqués par la situation globale de cette région, ou est-ce les armées qui sont désarmées face à ces groupes? Alors là, c'est une question un peu difficile à répondre, étant donné qu'on sait très bien que sur le terrain, à chaque fois qu'il y a accrochement, à chaque fois qu'il y a, comment dirais-je, confrontation, on voit qu'en quelque sorte, les forces ne sont pas en quelque sorte égales. Des fois, on voit très bien que sur le terrain, je dirais, les djihadistes, parce qu'on a l'habitude de les appeler comme les djihadistes, même si on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut en quelque sorte les qualifier des djihadistes de manière générale, parce que ces questions sont d'ordre social et d'ordre sociétal. Et ça, étant donné qu'on voit très bien que ce sont des communautés qui n'ont pas en quelque sorte donc, qui vivent en mal-être total, l'accès à l'eau, l'appui donc à la cohésion sociale n'est pas, et tout cela donc on les confronte donc à être dans cette position. Et c'est important donc de le souligner par rapport à ce problème de paupérisation donc de ces populations. Maintenant, par rapport donc à cette force. Bon, donc les spécialistes disent que ces derniers sont en quelque sorte financés ou bien appuyés par des forces étrangères, et on pense bien qu'aujourd'hui il y a une ingérence de l'autre côté qui participe donc à armer donc cette partie donc ces groupes qui sont de l'autre côté. Et il faudrait que une stratégie aussi donc, soit mise en œuvre pour pouvoir gérer cela, pour pouvoir mettre en place donc, des mécanismes donc, de désarmement donc, de ce groupe et de ces communautés. Parce que moi, je pense bien, ce sont des communautés et ce sont des groupes, ce sont des entités sociales qui se sont organisées et qui sont dans le coin et qui servent la pagaille, d'où l'insécurité totale qui est là. Et tout cela, comme j'ai l'habitude de le dire, la réponse n'est pas tout à fait donc, militaire, la réponse elle est sociale, et il est important de le dire. C'est pour cela que dans le cadre logique en quelque sorte du G5, il y a un programme d'investissement prioritaire qui est là, qui a fait PIB, qui concerne les zones frontières qui comptent à peu près 40 projets, je crois bien. Et ces projets ont pour objectif de pouvoir financer donc, ces communautés qui se sont révélées en quelque sorte parce qu'à un moment donné, ils ne se sentent pas dans le système. Ils ne se sentent pas dans ce système. Justement, une question qui est liée à cela. Vous disiez on disait tous qu'il y a une présence aujourd'hui assez, on ne dirait pas pléthorique, mais quand même
forte de forces étrangères. Vous êtes sur le terrain, vous êtes à N'Djamena, au Tchad. Quel est le ressenti? Comment les populations locales voient la présence de ces nombreuses troupes issues de différentes nationalités? Est-ce qu'elles voient que ce sont des protecteurs ou plutôt des envahisseurs? Parce que aussi peut-être il y en a qui le disent. Quel est le sentiment qui domine? Le sentiment qui domine en quelque sorte la population, de manière générale, hein, quand vous partez aujourd'hui dans la région donc, du lac, dans le cadre donc, du travail du centre d'études, la majeure partie des personnes rencontrées disent qu'ils ne se sentent pas dans le système. Ils ne se sentent pas dans le système parce qu'à un moment donné, il n'y a pas une politique en quelque sorte sociale ou bien une politique publique en quelque sorte sectorialisée en vue donc, du développement social. Maintenant, par rapport donc, à leur sentiment, certains pensent que c'est une ingérence et d'autres pensent qu'ils sont là pour renforcer donc, la sécurité donc, de cette zone. Tout récemment, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du Mali. Au Mali, des jeunes, des mouvements des jeunes et de la société civile se sont levés pour dire non donc, à la France. Au Tchad, avant-hier, à N'Djamena, il y a eu une marche et d'aucuns disent que c'est à cause donc, de cette marche contre la venue du président Macron que Macron donc, a annulé le voyage et a décidé donc, de participer à cette conférence en visioconférence par rapport à cela. Mais toutefois, de manière synthétique, il faut comprendre que par rapport donc, à la présence donc, de cette force étrangère dans la sous-région et plus pratiquement donc, dans les régions en Centrafrique et autres, il y a toujours, tous les jours, il y a donc, des manifestations, il y a des groupuscules donc, de personnes, des mouvements qui sont contre l'ingérence. Même si on sait très bien que pour la France, son objectif c'est d'accompagner le G5, de les former, mais aussi donc, de les former, de les accompagner au point de vue financier, mais du point de vue de la logistique, pour qu'ils puissent prendre en charge leur propre sécurité. Mais malheureusement, la France est toujours là. On voit maintenant avec la force Takuba qui est là et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit une internationalisation donc, de la prise en charge donc, de la présence militaire pour la prise en charge donc, de la sécurité dans cette zone. Alors qu'on pourrait, par exemple, accompagner l'armée de ce G5 pour prendre en charge, comment dirais-je, cette problématique de sécurité. Mais ce qui est important aussi, oui, on oublie l'aspect. Rapidement, on est rattrapé par le temps, assez rapidement. On oublie exactement l'aspect lié au développement. Le G5 n'a pas le volet donc, du G5, l'objectif du G5 Sahel n'est pas seulement de faire débarquer donc, des forces partout, mais il faut insister sur le dialogue. Aujourd'hui, l'aspect développement, mais avant tout, l'aspect préventif. Aujourd'hui, je crois que la prévention. Je pense que le message est passé et c'est revenu durant toute votre intervention. Ce n'est pas que sécuritaire, mais aussi développement et prévention. Merci beaucoup, Malik, en faisant la promotion de la d'avoir été en direct avec nous depuis N'Djamena, la capitale du Tchad, où se tient aujourd'hui donc le sommet du G5 Sahel. Je rappelle que Malik Niasse, vous êtes médiateur professionnel spécialisé dans la gestion des conflits. Vous êtes également expert associé au Centre d'études pour le développement de la prévention de l'extrémisme, le CEDPE. Merci et très bonne journée à vous. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre plateforme www.medianews.com. Très bonne journée et très bonne suite de programmes sur nos antennes.